La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 6 mars 2024. Il s'appelle ce matin, Powell revient dans le jeu. Wall Street a subi un petit retour de manivelle hier, après 4 mois de hausse. Les valeurs technologiques ont fini par flancher, soulevant l'habituelle question dont personne n'a la réponse. Est-ce que les actions vont connaître un trou d'air ou bien vont-elles continuer à batifoler à la hausse? Le patron de la Fed apportera peut-être quelques éléments de réponse à l'heure du goûter puisqu'il est auditionné à Washington dans le cadre de son point semestriel devant les parlementaires américains. Les marchés boursiers occidentaux ont marqué le pas hier, surtout aux États-Unis où les investisseurs ont manifestement besoin de digérer après avoir ingurgité des tonnes de valeurs technologiques. Le Nasdaq 100 a cédé 1,8% à la clôture, c'est sa seconde plus mauvaise performance de l'année après celle du 31 janvier dernier. Il y a eu quelques beaux cartons, Apple et Microsoft ont perdu près de 4%, Tesla et Broadcom c'était même plutôt 4%, Amazon et Alphabet ont reculé aussi mais dans des proportions un peu moindres. Le marché a toutefois gardé un peu d'appétit pour sa gourmandise préférée, je veux parler de Nvidia qui est parvenu à gagner 0,9% au milieu de ce marasme. Le groupe pèse d'ailleurs désormais près de 6% de l'ETF chéri de l'Amérique, le QQQ d'Invesco qui réplique le Nasdaq 100. Il occupe la 3e place du podium derrière Microsoft qui pèse 8,8% de l'ETF, Apple 7,7% et devant Amazon qui pèse 5,2%. À propos de classement de gros machins, savez-vous quel était l'État américain qui hébergeait le plus de sièges de sociétés il y a 30 ans? Eh bien, il s'agissait de New York avec 19% des sièges des 100 plus grandes entreprises américaines par la capitalisation en 1994. Alors, je ne sors pas ces infos de mon chapeau, je les ai récupérées dans la dernière étude hebdomadaire de Bank of America sur les marchés mondiaux qui est parue il y a quelques jours. La grosse pomme, New York City par Apple, était suivie du Texas avec 15% des sièges de sociétés américaines à l'époque. Pourquoi? Eh bien, parce que le Texas hébergeait les compagnies pétrolières. On a ensuite la Californie avec 9%, ça c'est grâce à la technologie, et le New Jersey qui pesait 8% des sièges de sociétés américaines, ça c'est pour sa proximité avec New York City. Tout près, on trouvait aussi l'Illinois avec 7% des sièges des 100 plus grandes entreprises américaines, ça c'est grâce aux entreprises de l'automobile. Et qu'est-ce que ça donne 30 ans plus tard? Eh bien, la Californie pèse 40% et Washington, l'État, pas la capitale, merci Microsoft et Amazon, en est à 15%. New York ne pèse plus que 10%, le Texas 7% et on retrouve quand même le Nebraska à 3%, et ça c'est merci Berkshire Hathaway. Le pouvoir géographique des États-Unis a donc fortement évolué au cours des 30 dernières années en passant clairement de l'Est à l'Ouest, puisque la Californie et l'État de Washington regroupent 55% des sièges des plus grosses sociétés américaines. C'est ce qu'on appelle le West Coast Power. Fin de la digression géographique et retour sur les marchés actions hors États-Unis. Du côté de l'Europe, hier, les indices ont végété avec un biais légèrement négatif. Le continent attendait la décision de la BCE sur ses taux, ça s'est prévu jeudi, pendant que le Royaume-Uni patientait jusqu'aux annonces fiscales prévues aujourd'hui. La légère baisse de la veille s'expliquait aussi par l'accueil plus que tiède réservé aux perspectives économiques chinoises pour 2024 qui n'ont incité personne à prendre des risques. D'ailleurs, Pékin doit faire de nouvelles annonces aujourd'hui, notamment sur la consommation, mais rien n'était encore tombé à l'heure où j'ai enregistré ce podcast, c'est-à-dire autour de 8 heures. Le sentiment dominant sur les annonces d'hier est ok, la Chine vise 5% de croissance cette année, mais ça va être compliqué parce que les autorités n'ont pas l'air de savoir comment elles vont faire pour y parvenir, si tant est d'ailleurs qu'elles ont envie de faire quelque chose. Alors ce matin, les marchés boursiers locaux rebondissent quand même, le MSCI China prend 1,6% et le Hang Seng 2%. Ceci dit, la veille, les deux indices ont perdu plus de 2%. On revient aux États-Unis pour le gros morceau du jour. La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis va auditionner Jérôme Powell à partir de 16h, heure de Paris, dans le cadre du rapport semestriel que le patron de la Fed doit présenter aux parlementaires. C'est important parce que les financiers vont chercher à savoir si les taux d'intérêt peuvent baisser et surtout quand ils vont baisser. Même si la bourse flambe en ce moment, pas trop hier, les investisseurs seraient plus à l'aise si le coût de l'argent baissait parce qu'il y en aura plus d'abord, et ce qui les gêne rarement les investisseurs, et aussi parce que ça aiderait à évacuer quelques épées de Damoclès, du genre l'immobilier qui se casse la figure, les faillites d'entreprises liées au surendettement et tutti quanti. L'audition qui nous intéresse aujourd'hui se déroule en 2 parties. Dans un premier temps, Powell va lire un document qui aura été rendu disponible sur le site de la Fed dès le début de l'intervention, dès 16h donc. Le marché en a connaissance immédiatement, donc il peut y avoir des réactions. Ensuite, les membres de la commission vont poser leurs questions, ce qui donne généralement lieu à des commentaires moins formels, donc potentiellement plus intéressants. Les spécialistes pensent que le chef de la Réserve fédérale ne fera pas trop varier son discours. En substance, ça donnerait « ça va pas si mal, l'économie tient, l'inflation a l'air de ralentir, il est urgent de ne rien faire pour le moment, on s'en tient au plan ».
D'ailleurs, le marché n'a pas l'air vraiment stressé par cette intervention. La preuve, les rendements obligataires américains ont baissé hier. Il sera quand même intéressant de connaître la réaction de Powell à la légère dégradation des indicateurs de dynamisme économique américain qui est visible depuis la semaine dernière. Des indicateurs qui vont d'ailleurs continuer à tomber aujourd'hui avec les enquêtes ADP et Jolts sur l'emploi ainsi que les stocks des grossistes. L'agenda macro du jour comprend aussi une décision de la Banque du Canada sur ses taux à 15h45. Le marché attend un statu quo à 5%. Dans le reste de l'actu, le duel qu'une partie des Américains aimerait éviter, Biden-Trump, a toutes les chances de se reproduire. L'ancien président républicain a laissé des miettes, en l'occurrence le Vermont, le plus petit État en jeu du jour, à sa rivale pour l'investiture Nikki Haley lors du Super Tuesday. Le Super Tuesday, c'est une journée riche en primaires outre-Atlantique. Dans un tout autre registre, le Bitcoin a perdu du terrain après être allé battre son record hier, tandis que l'or flirte toujours avec ses pics. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon, l'Australie et Taïwan évoluent en légère hausse. En revanche, l'Inde et la Corée du Sud perdent environ 0,5%. Quant à la Chine, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Les indicateurs d'avance européens, eux, sont légèrement haussiers en dépit de l'écart de performance de la veille avec Wall Street qui aurait pu entraîner un retracement baissier. Du côté de l'actu des sociétés, on a les résultats de Score et de Tikehau Capital en France. On a aussi Kering qui place 1,75 milliard d'euros d'obligations en 2 tranches à 8 ans avec un taux de 3,375% et à 12 ans avec un taux de 3,625%. Stellantis lance un Dodge Daytona entièrement électrique et Schneider Electric lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. On a aussi des petites actus du côté d'Inat Pharma, de Transgene et de Genside qui présenteront des données précoces lors de congrès médicaux. Du côté des publications du jour, des sociétés qui ont déjà présenté leurs chiffres ou qui devraient le faire, on a Orapi, Equinox, Altamir, Manitou, Implanet, GL Events, CGG, Infotel ou encore DBV Technologies. À l'international, je mets l'accent sur 4 résultats d'entreprise. L'américain CrowdStrike qui s'envole de 24% hors séance après ses comptes. DHL en Allemagne qui a enregistré une nette baisse de ses bénéfices et qui se montre plutôt prudent. Indra en Espagne qui voit ses bénéfices augmenter grâce à la hausse des dépenses de défense en Europe. Et le Suisse Temenos qui reporte la publication de son rapport annuel au 15 avril. Par ailleurs, ExxonMobil et ses partenaires se rapprocheraient d'un accord pour une installation de GNL au large de l'Italie. Ça, c'est selon les infos obtenues par Reuters. Plusieurs actionnaires du London Stock Exchange, dont Thomson Reuters, GIC et York, placent 21,5 millions d'actions. Le LSE va en racheter une petite partie. Bayer a gagné un procès sur le glyphosate aux États-Unis. Sandoz a obtenu l'approbation de la FDA pour des biosimilaires de l'antirésorbeur osseux. Ethiopian Airlines va commander 8 Boeing 777. San Lorenzo finalise l'acquisition de Simpson Marine et un groupe militant d'extrême gauche qui s'appelle Groupe Volcano a revendiqué l'incendie qui a mis à l'arrêt l'usine allemande de Tesla hier. Enfin, le groupe de dermatologie Galderma, qui est propriété du fonds suédois Equity après être passé entre les mains de Nestlé et L'Oréal, veut lever 2,3 milliards de dollars lors de son IPO à Zurich. Sur l'agenda des publications du jour, on a donc DHL Group, Legal & General, Dassault Aviation, Geronimo Martins, Simrise, Constellation Software, Fastenal ou encore Braun Forman. Voilà, ce point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée.